Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau test qui va être le test d'un produit un petit peu spécial puisque je vais vous parler de ce produit là. C'est pas quelque chose que j'ai habituellement en test, donc ce qui fait que je vais le faire un petit peu comme un test express avec mon expérience. Pour tout ce qui est benchmark, pour faire très simple, eh bien je vous réfère à, alors que je dise pas de bêtises, il y a Notebookcheck qui en fait des très bien, et il y avait aussi, c'était Tom Hardware je crois, qui en termes de benchmark vous avez tout, vous avez plein de choses, ce qui fait que là ça va être plus orienté, un peu plus expérience. Je vais vous dire ce que j'en ai pensé. Alors, avant de rentrer dans le test en lui-même, je vais vous dire un petit peu ce que j'ai comme expérience en termes de PC. J'ai un PC portable, un Lenovo Yoga Y500 avec donc un vieux i3U, donc enfin un vieux i3U, un truc qui est pas très performant, et j'ai une Nvidia GT, je sais même plus quoi, enfin c'est un truc pas terrible qui, même pour Rocket League du 30 FPS en médium voire faible, voilà, on sent que c'est pas un foudre de guerre. Mais l'intérêt principal que j'en ai, c'est surtout son côté réversible. Je l'utilise assez peu, donc ce qui fait que ça fait un peu bizarre en fait de réutiliser un PC portable au quotidien. Il y a déjà ça. Et j'ai mon PC fixe qui est lui donc avec un écran TN de merde. J'ai une tour que j'ai fait moi-même, un Zalman Z11. Si vous voulez regarder, c'est un truc Jackie Tuning dégueulasse que j'ai pris maintenant il y a quand même quelques années et qui, je trouvais sympa sur le coup. Et quand je l'ai reçu, en fait, j'ai vite déchanté. Je me suis dit, putain, pourquoi j'ai pris cette tour-là? C'est pas ce qu'il y a de mieux. Mais bon, au moins, elle fait le taf, elle a de la place et elle tourne bien, et voilà. Et ce qui fait que dedans, j'ai un FX 8370, donc en termes de processeur, côté AMD, avec de la DDR3, j'ai 8 Go de RAM, donc ça fait pas beaucoup non plus, et de la DDR3, donc ça commence un petit peu à être vieux, mais largement suffisant, et une AMD Radeon, une AMD, une RX 480 en 8 Go de chez XFX. Voilà, c'est pour poser les bases du test et vous dire sur quoi je me base pour mon expérience. Ici donc Dell m'a envoyé, donc je remercie aussi Alexis de chez et je remercie aussi Alexis de chez Hotwire qui m'avait proposé justement. Au départ, je devais d'ailleurs aller avec un Dell pour le MWC, vous vous souvenez, là où on m'a juste mis un jour avant, on m'a accordé l'accréditation. Voilà. Donc ce qui fait que je dois avoir un Dell Gaming à la base pour avoir un PC puissant qui me permette de monter mes vidéos. Et puis au final, donc je l'ai pris plus tard, et enfin, comment dire, j'ai dit bon finalement c'est pas possible, et là je l'ai relancé pour savoir s'il était possible de tester donc un PC, et il m'a proposé directement l'Alienware M15 en version i7 avec une Nvidia 1070 Max-Q très précisément, on en reparlera. Vous allez avoir aussi 32 Go de RAM en DDR4, un écran 1440-144 Hz et en IPS. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Un peu au niveau de la batterie, c'est du 50 ou 60 watts selon la version. Après, selon la version, vous avez plein de versions différentes de ce Alienware, mais en gros voilà la version que j'ai eue, qui coûte 2500 € environ. Donc ça pique un petit peu, moi qui ai l'habitude de mettre 500 €, c'est une réelle expérience. Donc c'est une réelle découverte pour moi. On va pouvoir passer au test. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Dites-moi ce que vous pensez de ce test-là, qui va être un peu différent, qui va être un peu moins dans les détails, parce que le côté benchmark, c'est quelque chose qui est long, qui est déjà fait, et en refaire un, sachant que je n'ai aucune base et aucune base critique, en fait, je saurais pas dire à quoi ça correspond, si c'est vraiment bien ou pas, donc je vais juste interpréter par rapport à ce que j'ai vu sur d'autres tests, ça je vous en reparlerai, mais ce qui fait que ce sera plus intéressant comme ça, ce sera plus simple pour vous, et pour moi surtout, qu'il n'y ait aucune base de ce point de vue-là, sur les portables gaming. On peut passer maintenant au test réellement, j'espère que j'aurai pas été trop long. On va essayer de faire simple pour arriver directement à la partie gaming. Pour la partie design, il y a plusieurs choses qui m'ont plu déjà, tout simplement parce que Alienware,
c'est Alienware, c'est un design qu'on connaît, vraiment connu par beaucoup de monde, même par des gens qui s'intéressent un peu moins, genre moi. Un design qui est assez compact, hein, c'est un portable dit gamer ultra fin, donc vraiment ultra fin, 2,1 kg, ce qui fait que c'est vraiment pas mal. On a un clavier qui est lui rétroéclairé, qu'en plus de ça on peut modifier à 4 endroits différents du clavier. Donc ce qui fait que c'est assez joli, ça apporte le côté gaming, hein, ça en fait partie tout simplement. Vous avez une connectique qui est très complète, 3 parties USB, vous avez un jack, vous avez un cordon Ethernet, vous pouvez mettre un port Ethernet, j'ai inversé les mots. Vous avez du Thunderbolt, vous avez de l'USB-C pour le charger, donc ça c'est sympathique si vous voulez un chargeur simple type MacBook, non si c'est le MacBook, je sais plus, mais en USB-C en tout cas vous pouvez. Vous avez un port HDMI aussi, et vous avez un port qui je ne sais pas du tout à quoi il correspond. C'est un design qui est très joli, très coloré bien évidemment, puisqu'on peut personnaliser les couleurs du bouton power, du clavier, du logo en façade. On est sur l'un des portables gaming ultra fin compact, un des moins compacts. Par contre, c'est clairement beaucoup plus compact que les anciens Alienware qu'on voyait qui étaient un peu mastoc. Ici, c'est beaucoup moins mastoc justement, et ça c'est quand même assez cool. C'est un design que je trouve joli, que je trouve vraiment visuellement bien réussi. Il y a juste une chose qui me perturbe, parce que tout est bien ajusté, tout est bien fait, on sent vraiment une bonne finition. En tout cas pour moi ça fait bonne finition. C'est normal pour le prix, mais pour la souris justement c'est un peu moins bien ajusté, on a un écart entre le châssis et le touchpad, puisque le touchpad est un peu plus petit, ce qui fait que ça laisse un petit jeu. C'est clairement ça qui me gêne. Par contre on peut voir il y a des aérations un peu sur les côtés derrière, qui fait que ça fait vraiment, on sent vraiment que c'est fait pour être aussi bien refroidi. On a même visuellement en dessous on peut voir les ventilos, on sent qu'il y a besoin de refroidir la bête quand même, mais ce qui fait que ça fait quand même, et pour moi qui n'ai pas l'habitude, pour un PC gaming, avoir un côté aussi compact, ça fait quand même sacrément plaisir, surtout que j'en reparlerai dans la partie gaming. Mais avec mon expérience gaming, je vous avoue d'avoir un truc aussi bien dans un truc aussi compact, ça fait bizarre. Ça fait bizarre pour n'importe qui. Je me dis pas forcément qu'il y a autant de puissance dedans, en tout cas qu'il peut délivrer autant de puissance sur des trucs aussi compacts. Pour la partie logicielle, donc là bien évidemment on est sur du Windows 10, avec quelques applications supplémentaires, hein, qui s'appellent tous d'ailleurs, qui commencent tous par Alienware. Donc déjà, ce qui va être bien pour ceux qui ne veulent pas s'emmerder à aller chercher les mises à jour de tout ça, vous avez Alienware Update, qui va simplement référencer toutes les mises à jour que vous avez à faire sur le PC quand vous allez faire les recherches, pour les différents drivers. Ce qui est toujours bien, quand il y a un dernier jeu qui sort, ça permet d'avoir des fixes, pour avoir la meilleure fluidité. Au moins vous avez tout, vous savez ce que vous pouvez mettre à jour. Ça c'est une première chose. Vous avez aussi Alienware Command Center qui va permettre aussi, alors lui ça va être de référencer les jeux, ça va être de personnaliser le clavier, le logo Alienware en façade, voilà, et le logo Power, selon les différentes configurations. Vous allez pouvoir aussi gérer les performances de la bête, savoir si se met en mode performance, si c'est en mode équilibré, si faire vos propres configurations de façon assez simple d'ailleurs. Vous avez aussi la gestion du son, que ce soit au niveau des haut-parleurs, du jack, ou même visuellement, avoir une aide visuelle pour savoir d'où provient le son à 360 degrés. Donc ce qui fait que c'est assez sympa, et vous avez même une virtualisation du 7.1 sur les haut-parleurs ou en jack. Donc ce qui fait que c'est quelque chose que vous pouvez désactiver ou activer. Vous avez même une gestion du microphone, avec même un modulateur pour rendre la voix plus ou moins aiguë. Si je dis pas de bêtises, c'est l'application Nvidia Control Panel qui va permettre aussi de gérer la partie GPU, donc la 1070, pour justement savoir... Notamment, par exemple, vous avez pas mal de choses qui sont dedans, mais ce que je retiens notamment, c'est surtout le fait que, quand il est débranché, d'avoir un mode, entre guillemets, économie d'énergie. Et donc, le mode économie d'énergie se base sur la chose la plus simple possible, donc ce qui est bien, c'est que ça va parler à tout le monde, c'est le nombre de FPS que va afficher le jeu. Alors, je m'en suis pas douté au départ, donc comment, c'est toujours bien de le savoir, mais ce qui fait qu'effectivement, quand l'alimentation est débranchée, et bien par défaut, ça va être limité à 30 FPS. Par contre, en jeu, et ça je leur dis, en jeu, j'avais senti aussi qu'il y avait une espèce de latence. Alors, je sais pas si justement c'est parce que ça limitait les performances, mais j'avais l'impression justement que j'avais une latence en plus de ça, en plus de ces 30 FPS, qui me rendait plus mou. Et sur Rocket League, ça se ressent beaucoup en général ça. Donc, ce qui fait que je l'ai augmenté, je l'ai mis à 60 FPS, mais forcément, ça va avoir un impact sur la batterie. Ce qui fait que c'est toujours sympa d'avoir cette option pour avoir le côté un petit peu plus léger et pouvoir tenir un petit peu plus longtemps en jeu quand vous n'avez plus l'alimentation de brancher. Même si bon, en portable gaming, en général, le mieux est quand même d'avoir l'alimentation de brancher, c'est quand même mieux. Dernière chose, vous avez aussi, pour tout ce qui est antivirus, vous avez McAfee qui est mis
par défaut, donc ce qui fait que bah vous pouvez... Voilà, vous avez déjà un antivirus pour ceux qui en veulent un, c'est pas pour moi le meilleur, mais bon après aujourd'hui c'est de moins en moins utile, mais vous en avez un par défaut, donc si vous avez tendance à mettre un petit peu n'importe quoi, eh bien sachez que vous pouvez limiter vos conneries via McAfee. Pour la partie écran, donc moi il faut savoir qu'il y a plusieurs écrans disponibles. Vous avez selon les modèles, donc vous avez soit du 1080p 60 fps, soit du 1080p 144 fps, enfin Hz, soit du 4K 60 Hz. Voilà, je veux dire Hertz plutôt. Donc ce qui fait que moi j'ai eu la version 1080p 144 Hz, moi qui ai un écran aujourd'hui, qui est un écran 1080p 60 fps LTN, dégueulasse, horrible, qui me pète les yeux, et bien je vous avoue que bah déjà, alors c'est un écran IPS qui est d'excellente qualité. Encore une fois, bon, on est sur un portable gaming ultra cher, donc c'est normal. Mais surtout, bah, j'ai pu découvrir les joies du 144 FPS sur divers jeux. Alors du 100 ou plus, mais ce qui est bien, c'est que là, j'ai vraiment pu découvrir bah, voilà, un jeu qui est très beau, avec un écran très très beau, avec cette fluidité exemplaire. Et ce qui fait que je vous avoue, pour ceux qui se posent la question de savoir quelle est la différence entre du 60 et du 144, on en reparlera dans la partie gaming, mais clairement, oui, ça se ressent. Ça se ressent vraiment, et voilà. Et ce qui fait que même au-delà de ça, moi qui ai des écrans, qui ai divers écrans sur lesquels je travaille et qui me fatiguent énormément les yeux, celui de l'Alienware, alors ce que je fais quand même, parce que par défaut c'est un peu trop blanc pour moi, j'active le mode nuit avec un côté légèrement plus chaud, et ce qui me permet d'avoir un écran qui est très reposant, qui ne me tue pas les yeux et qui fait que bah, c'est vraiment reposant, donc ce qui fait que ça va... Il est vraiment agréable, il n'est pas agressif, il n'est pas usant. Et en plus de ça, il a de très très belles couleurs. Vous allez voir notamment quand je vais vous montrer Rocket League. Bah, sur Rocket League, c'est tout con, mais en fait, c'est un jeu qui est très coloré et ce qui fait que ça fait vraiment du bien. Visuellement, c'est vraiment très très joli. Donc là-dessus, c'est vraiment bien. Par contre, ce que j'ai vu quelques légères fuites d'écran en bas. Alors après, ça peut arriver, c'est de l'IPS, hein, c'est quelque chose qui peut arriver parce que bah, c'est toujours quelque chose de compliqué. C'est ce que j'ai déjà vu dans plein de téléphones. Ça existe aussi pour... D'ailleurs, c'était pour un événement Samsung, j'avais vu ça aussi. Ça peut arriver. Donc après, c'est vraiment quand vous êtes dans le noir complet. En plein jour, ça se voit absolument pas. Dès que vous êtes un peu aussi en soirée, ça se voit vraiment pas. C'est vraiment quand vous avez un écran noir que ça va se voir. Donc moi en tout cas sur mon modèle j'avais ça. C'est pas grand chose en soi, c'est quelque chose qui existe, mais en tout cas je tenais à dire que j'en avais eu quelques-uns. Enfin j'en ai un petit peu en bas. C'est juste ça. Sinon en soi, donc ce qui fait qu'on est quand même sur du 1080p, donc c'est quelque chose de classique. Après l'avantage c'est qu'on a le 144 fps, donc après à vous de voir si vous voulez plus de fluidité ou plus une finesse d'affichage. Parce qu'entre les deux, ça se voit quand même sur un écran de PC pour moi, ça se voit en termes de finesse. Mais en tout cas, là-dessus, c'est vraiment bien. J'ai pas vraiment grand-chose à dire de plus sur l'écran. C'est un écran qui est magnifique. En plus de ça, au niveau des reflets, donc vous avez un côté un peu mat, ce qui fait que ça va limiter beaucoup les reflets. Pareil, c'est pas quelque chose dont j'ai l'habitude, mais c'est quelque chose qui semble normal pour les portables gaming. C'est d'avoir ce côté un peu mat pour limiter au maximum les reflets. Et je vous avoue que ça a été assez utile parce que j'ai jamais été gêné par le reflet ou par la lumière qui peuvent arriver là. Ce qui fait que non, là-dessus, j'ai vraiment pas grand-chose à dire. Au niveau de la luminosité minimum, alors je vous avoue que minimum je n'ai pas trop fait, minimum ça reste assez lumineux, mais au maximum en tout cas quand vous avez beaucoup de soleil ou quoi, vous n'aurez pas beaucoup de soucis parce que il est vraiment très très lumineux. Donc vraiment pas de soucis là-dessus, c'est un très très bel écran tout simplement. Pour la partie son, là on est sur donc un double haut-parleur en façade qui, alors, de ce que j'ai vu d'après les tests et de ce que j'ai entendu, en tout cas c'est pas extraordinaire, c'est peut-être son défaut, un de ses défauts en tout cas, c'est que les haut-parleurs sont vraiment moyens. C'est-à-dire déjà ça manque énormément de basse. Alors, il arrive assez bien avec la gestion logicielle Alienware à faire du 7 points, donc ce qui fait que vraiment on va avoir un côté, vraiment il va vraiment arriver à diriger le son, donc ça c'est vraiment pas mal. Mais par contre vraiment ça va manquer de basse, c'est assez agressif, c'est très orienté aigu. Et même en essayant de jouer avec l'égaliseur, on n'arrive pas à avoir quelque chose de satisfaisant. Donc ça manque vraiment de profondeur, on sent vraiment que les haut-parleurs sont limités en termes de basse, ils sont peut-être trop petits ou pas d'assez bonne qualité. En tout cas à mon avis c'est là où il y a eu ça a été le moins intéressant. Mais aussi au-delà de ça, en jack, j'ai eu beaucoup de mal à avoir un casque qui avait un bon rendu, par exemple par rapport à mon PC qui pourtant utilise la carte son de la carte mère, enfin la puce son de la carte mère d'AMD, de ma carte mère, qui est assez basique en soi, hein, c'est pas une super grosse carte mère, et ben c'est beaucoup plus difficile d'avoir un rendu assez naturel je trouve. J'ai toujours l'impression que le son était derrière moi, et ce qui fait que bah, je me rendais jamais réellement compte, et j'avais besoin pour certains écouteurs même, pour savoir où était l'action,
d'utiliser justement le petit truc qu'ils mettaient pour savoir où elles sont, parce que c'était vraiment compliqué. J'avais vraiment l'impression d'avoir un côté un petit peu comme ça en fait. C'est très bizarre et c'est vraiment... J'ai l'impression que le son était derrière moi. C'était pas du tout naturel, c'était pas très agréable. Le meilleur que j'ai eu, c'était avec le Superlux HD 680 Evo, qui est un excellent casque au passage, vraiment pas cher, qui d'habitude sur mon PC, il n'y a aucun problème et c'était plutôt pas mal même pour du gaming. Alors que sur l'Alienware, par contre, j'ai pas trouvé ça terrible. Donc je vous avoue qu'après, j'ai pas testé sans le 7.1, mais je pense que le 7.1, en fait, ce côté virtualisé, en jack, c'est pas bien. C'est vraiment pas bien, ça donne pas un bon rendu. Par contre, vous avez un côté égalisation, donc ce qui fait que si vous voulez booster des basses sur certains jeux, etc., eh bien, ça, c'est quelque chose qui peut être sympathique pour ça, parce que, par contre, la gestion de l'égaliseur en jack est très performante. Elle peut être personnalisée aussi, on peut mettre notre propre truc, mais vraiment, on va avoir beaucoup de choses différentes, et ce qui fait que, par exemple, pour les shooters, ça va, par exemple, ça va être un peu plus axé basse, oui, eh bien, pour justement tendre les pas, etc., on va le sentir un peu plus. Donc ça, c'est toujours quelque chose qu'on peut rattraper en soi, mais en tout cas, l'option par défaut, c'est vraiment pas agréable. Donc, on se retrouve sur Rocket League pour commencer, notamment pour parler d'autonomie, de bruit, et aussi de la fluidité. Donc là, comme on peut le voir, je viens juste de lancer le jeu, j'ai pas encore lancé de partie. Les ventilateurs commencent vite à monter dans les tours. Il faut savoir que c'est par contre l'un des plus bruyants des portails gaming ultra fins. Au plus fort, il va aller jusqu'à 55 décibels. C'est quelque chose qui s'entend bien, mais ça reste doux, c'est pas agressif en soi. Donc ce qui fait que ça reste... il y a vraiment pire de ce point de vue-là. Au niveau de l'autonomie, on a donc une batterie Alors pour le coup, je vous avoue que je ne sais pas exactement. Néanmoins, je vais vous dire en termes d'expérience. Alors j'ai surtout joué en alimentation. Et j'ai fait aussi pas mal de bureautique pour lancer mon blog audio. Avec justement sans alimentation. Et ce qui fait que sans alimentation, très clairement, j'ai dû faire à peu près 5 heures écran allumé. Avec donc du Wi-Fi, en étant sur Chrome et WordPress. Et aussi avec un écran qui était globalement à 70%. Donc globalement quelque chose qui se consommait pas mal, avec du transfert de médias, de téléchargement, voilà, pas mal de petites choses. Ce qui fait que vraiment dans la journée, en tout cas par rapport au Lenovo Yoga que j'ai, et qui lui n'est vraiment pas autonome, je sens là vraiment la différence, et sachant que je le fais au travail, donc il y a beaucoup de temps où je l'utilise pas, j'arrivais à tenir à peu près la journée avec. Donc, ce qui fait que là où le yoga, lui, à partir de midi, rendait l'âme. Donc vraiment, il est autonome d'ailleurs, et c'est celui, en fait, dans les portails gaming ultra fins, c'est celui qui est le plus autonome. Donc c'est vraiment une bonne chose, et ça permet d'avoir des bonnes sessions de jeu. D'ailleurs, en session de jeu, il faut compter à peu près, donc en pure gaming, ça va être à peu près 3 heures, voire un petit peu moins. Ça dépend après le jeu, forcément, et la puissance qu'il a besoin, sachant qu'en plus de ça, vous pouvez plus ou moins rallonger avec, comme je l'ai dit, en fait, donc dans GeForce Experience, vous pouvez rallonger, et non, ça passe, vous pouvez rallonger donc l'autonomie en limitant les FPS et donc limitant le besoin en termes de la puce graphique. Pour parler justement en termes de consommation, toujours, il faut savoir que donc c'est une GT 1070 Max-Q. Quelle est la différence avec une 1070 classique? Eh bien, c'est surtout la consommation. En gros, on perd un petit peu en termes de performance, on perd à peu près 10%, par contre, on gagne 25% de consommation énergétique. Donc, ce qui fait que forcément, perdre 10% de performance, mais gagner 25% d'autonomie en plus avec la même carte graphique, enfin, avec, voilà, juste en perdant 10%, c'est quand même rentable. Donc, en soi, ça vaut le coup et ça permet aussi d'avoir justement une meilleure autonomie en jeu, même sans avoir d'alimentation. Après, globalement, je trouve que, bon, bah, forcément, la batterie se vide assez vite pour moi. De mon expérience, je trouve que ça se vide assez vite. Et en plus de ça, bah, en fait, tout dépend de votre expérience, mais si vous balancez l'expérience sans limite, forcément, la batterie va se vider très vite. C'est vraiment parce que, en tout cas, je pense, au niveau des tests, ça se limite à 30 FPS, qu'on arrive à 3 heures d'écran allumé en jeu. Pour maintenant parler gaming pur et mon ressenti, donc là, ce qui est montré dans ce Rocket League, c'est surtout la différence avec les 60 FPS. On va le dire clairement, et surtout ça se ressent vraiment sur Rocket League, ça se ressent énormément, parce que bon, déjà il est facile à faire tourner en 144 FPS de façon stable, et que ensuite il a aussi besoin d'une bonne fluidité,
Parce que je peux vous dire que quand justement je suis passé sans alimentation à 30 FPS au départ, je me suis senti mais en mode diaporama. Le fossé entre du 144 FPS et du 30 est vraiment immense. Bien plus immense au-delà des chiffres, mais en termes de perception, c'est bien plus immense que du 30 à 60. Le 60, on commence déjà, à partir même de 45, on commence déjà à avoir un sentiment de perception de fluidité, mais le 144 ajoute vraiment une fluidité bien meilleure. On sent vraiment que le jeu est ultra fluide et on peut suivre beaucoup plus facilement les mouvements, parce que 144 FPS obligé. Vraiment, il y a un confort de jeu supplémentaire. Et quitte à choisir entre de la 4K 60 FPS, je vais devoir faire quand même quelques concessions pour afficher le jeu en 4K et être en 60 FPS et du 144 1080p, je choisirais personnellement le 144 1080p. D'une part parce que le 1080p, au-delà de ça, reste suffisant. Globalement, l'expérience de jeu reste assez fine pour ne pas se sentir... comment merde. Bon, on est en train de perdre. Ne pas se sentir, justement... Enfin, on n'a pas ce problème de finesse, en tout cas, dans les jeux avec du 1080p. Sachant qu'en plus, l'écran est de bonne qualité au niveau des couleurs, et là, ça doit se voir, je pense. Les couleurs sont vraiment très très belles. Et donc, vraiment l'expérience, pour ceux qui ne connaissent pas l'expérience du 144 FPS, 144 Hz, et qui se posent vraiment la question de l'intérêt, parce que déjà en 60 FPS c'est fluide, et dites-vous bien que c'est à peu près, alors c'est un peu moins, mais ça a à peu près le même impact que quand vous découvrez le 60 FPS après du 30. Il y a une fluidité supplémentaire qui est super agréable, et qui, clairement, le fait de bientôt devoir rendre le PC, puisque là c'est le dernier soir où je vais pouvoir vraiment l'utiliser, eh bien je vous avoue que ça m'ennuie un peu parce que je commençais vraiment à l'apprécier, notamment sur ce jeu. Donc ce qui fait que vraiment l'expérience là-dessus est vraiment bien. On va après parler d'autres jeux, on va pas montrer notamment Sniper Elite 4, mais ce qui est bien aussi c'est que ce que j'ai découvert avec ce PC gaming, qui reste tout de même assez cher, encore une fois, pour moi c'est pas quelque chose d'habituel et c'est un prix conséquent, c'est qu'aujourd'hui, clairement, le fait qu'on puisse justement mettre des cartes graphiques de PC ou vraiment pas loin en tout cas, puisque là c'est la version Max-Q, vraiment pas loin dans des PC portables aussi fins, et c'est quand même super agréable. Oh, ça c'est beau. Ça c'est une belle action. Ce qui fait que c'est vachement agréable parce que ce qui fait qu'on a vraiment une expérience gaming où on peut mettre tout à fond, et je vous le montrerai dans les jeux que je joue habituellement, en tout cas qui sont intéressants à montrer. Le fait que voilà, on n'a pas de... En fait, par rapport à mon PC fixe avec une RX 480, qui est pas mauvaise en soi, mais qui est loin d'être la meilleure, j'ai une expérience qui est bien meilleure que sur mon PC fixe. Et c'est ça qui est assez fou. On se retrouve ici sur Sniper Elite 4. Donc là, c'est un jeu qui est sorti il n'y a pas très longtemps, c'est pas le jeu qui consomme le plus en soi, mais par contre, toutes les options sont activées. J'ai mis tout à fond. Donc ce qui fait qu'on a une expérience en termes de luminosité, etc. qui est excellente. Et on peut entendre aussi les haut-parleurs. Pour en parler rapidement, en jeu vraiment, donc on ressent vraiment ce côté très brillant, en fait, avec très peu de basse. Parce qu'on va vraiment entendre les pas de façon très claire et peut-être trop, justement. Donc c'est ça qui va poser un peu problème, entre guillemets, puisqu'en termes de perception, ça manque réellement de basse. Par contre, ce qui me montre en termes de FPS... Oh. Alors, on va pouvoir faire quelque chose d'assez joli. Et donc on peut voir qu'on est à peu près à 70 FPS avec quelque chose où il y a beaucoup de choses affichées. Lui, il a pris très cher. Mais en tout cas, ce qui est bien, c'est vraiment on a une fluidité qui ne va jamais en dessous de 60 FPS. On va baisser un peu le son. Et ce qu'on remarque vraiment, c'est qu'il y a une virtualisation de la stéréo qui est vraiment géniale et qui permet vraiment, et voilà, j'ai pas du tout fait en fonction du bruit. Donc là, il y a plein de renforts qui vont se ramener, ça va être marrant. Mais ce qui fait que, en fait, on a un côté, on sent qu'il y a une réelle virtualisation de la stéréo. On a l'impression d'avoir quelque chose de très très large. Oh, 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 oui. Et là, c'est le cœur. D'accord, il y a des choses qui explosent là-bas. Oh, il y a un mec qui me tire dessus. Mais je ne sais pas où. Ah, lui, il a pris.
Voilà, donc là c'est bon. Donc là en tout cas on peut voir que voilà, si on regarde les... Alors c'est peut-être pas clair pour vous, même sûrement pas, mais ça oscille entre 110 et 60 FPS, sachant que là on a beaucoup de végétation affichée. Donc là on est entre 60 et 80. Mais c'est très clairement très fluide. Et le fait de ne jamais être en dessous de 60 FPS quoi qu'il arrive, quoi qu'on affiche, avec toutes les options activées, avec l'anti-crénelage à fond, etc., c'est quand même super agréable, il faut l'avouer, et ce qui donne une expérience de jeu sans compromis, ou en tout cas presque, sachant qu'en plus de ça, il y a les 2080, etc., qui sont sortis, donc ce qui fait que clairement, hop. Alors là, je me mets dans la merde, parce que là, au vu du nombre de personnes qui se... Hop, on va voir un petit peu. Ouh, ça fait mal. Oh, 2! Et là, on va voir quoi? Oh, le poumon. Ce qui fait qu'en tout cas, vous voyez, il n'y a pas de problème de fluidité, c'est vraiment très très fluide et on ressent pas de baisse de FPS, c'est toujours fluide quoi qu'il arrive. Et c'est super agréable. Donc, on se retrouve sur Rainbow Six Siege, un jeu que j'apprécie particulièrement d'ailleurs, et que je joue à la manette. Alors oui, sur PC, ça fait un peu hérétique, mais je m'en sors très très bien comme ça. Donc là pour terminer en fait un petit peu en beauté, alors là comme j'ai pas d'écouteur en fait, j'ai pas le petit rond qui affiche justement d'où provient le son, ce qui est un peu dommage parce que c'est très pratique quand justement vous êtes en haut-parleur, en tout cas pour moi c'est comme ça que je le vois, et ce qui fait que donc le jeu est très fluide et en fait j'ai même dû, et c'est assez marrant, mais j'ai même dû en fait mettre l'anti-crénelage pour pouvoir justement avoir un jeu fluide parce qu'au-dessus de 100 FPS le jeu n'arrive pas à gérer trop quand il y a trop de FPS affichés. Donc c'est assez marrant, donc ça fait que j'ai dû limiter par rapport à ça. Alors on va essayer de jouer intelligemment, ce qui va être compliqué. C'est dommage. C'est très dommage. Donc ce qui fait qu'après le jeu est vraiment fluide, on peut le voir en fait, puisque même en mettant vraiment toutes les options à fond, mais vraiment à fond pour justement limiter, on reste quand même aux alentours des 80 à 100 FPS. Selon les maps, c'est à peu près stable là-dessus. Donc ce qui fait que c'est vraiment bien de ce point de vue-là. On a vraiment un jeu qui est en plus de ça, qui est un peu demandeur de ressources. Hein. C'est pas le plus facile à faire tourner. Et qui tourne sans problème tout à fond. Et qui arrive à afficher 80 à 100 FPS. Sachant qu'en plus de ça, quand je dis que j'ai mis tout à fond, c'est très exactement, on va regarder pendant que la manche se fait, très exactement en fait... Surtout ici, donc il y a les flux lumineux, etc. J'ai mis le FXA, mais en fait on peut mettre même du TXA 2 ici, donc avec un échelle de rendu à 70%, qui fait que normalement, si je vais ici, je peux afficher du 2272 x 1280, avec la netteté en plus de ça, et ce fait qu'on reste à peu près à 60 FPS. En FXA1, on est à 90 FPS. Mais ce qui fait que c'est assez marrant parce qu'il y a certaines options que j'ai dû mettre vraiment à fond. Je ne sais plus lesquelles par contre. Parce que j'ai mis la V-Sync, ok. J'ai mis... Ah oui, j'ai élargi aussi le champ de vision. Ce qui fait que ça affiche plus de choses. Mais j'ai vraiment dû mettre vraiment tout à fond. Alors à l'échelle de rendu, je pourrais même mettre en 4K d'ailleurs. Il faut savoir que pour la 4K, on peut le faire. Donc on peut simuler de la 4K avec le TXA. Donc, et en 4K avec tout à fond, il fait quand même du 30 FPS. Donc c'est quand même pas dégueu en soi. Et donc bah voilà, c'est à peu près les jeux que je voulais montrer pour pas être trop vous en montrer non plus. On va faire une dernière manche histoire 2 et avoir un petit quart d'heure de gaming comme ce que j'avais prévu. Et après on va pouvoir passer à la conclusion en face cam classique. Mais en tout cas il faut avouer que l'expérience de jeu, je vous avoue que j'ai même préféré jouer sur le PC portable, même si j'avais un écran plus petit, ce qui était le truc le plus chiant en soi, mais sur le PC portable parce que j'avais un meilleur écran et même la puissance est meilleure. En fait, pour pas trop empiéter sur la conclusion, mais parler de mon expérience en termes de gaming, clairement, en fait, j'ai vraiment... je suis dégoûté parce que je vais revenir sur un PC qui est largement moins bon à tout point de vue. Alors après, il m'a pas coûté le même prix non plus, ça c'est sûr, hein, parce que je l'ai vraiment pas payé cher par rapport au PC, ce PC-là. Mais néanmoins, l'expérience de jeu pour un PC portable, certes, est très cher, mais on a vraiment une qualité premium. Et surtout, on a une expérience qui n'est pas tant altérée que ça. Et par rapport à une tour gaming, et je vous avoue que c'est quand même assez cool. Sachant qu'en plus il existe une version en 17 pouces, donc un écran plus grand, clairement après c'est pas mal. Après vous avez pas mal de configurations, moi j'ai l'une des configurations les plus chères. Vous avez du 4K, alors d'accord, donc ce qui fait que ça fait mal. Une des configurations les plus chères. Hop.
Et ce qui fait que, forcément, hop, hop, il a forcément une très bonne carte graphique. Le fait qu'il ait une 1070 Max Q permet aussi voilà, d'avoir une meilleure autonomie, ce qui n'est pas négligeable pour un PC gamer portable, tout simplement, c'est logique quoi. Donc ce qui fait que c'est plutôt cool, et surtout qu'apparemment ça empiète pas tant que ça sur les performances, et au pire après vous pouvez faire de l'overclock. Donc ce qui fait que c'est toujours, voilà, toujours moyen de rattraper. On va voir un petit peu ce que ça donne, mais en tout cas Rainbow Six Siege, en plus de ça, c'est un jeu qui aujourd'hui marche très très bien, et qui, voilà, hein, même en TXSA en 2272, donc presque de la 2K, on est du 70 FPS, avec de la V-Sync, avec les flux d'objectifs, etc., les lens flares, etc. Donc vraiment, je vous avoue que je ne pensais pas, encore une fois, de mon expérience un peu super basique gaming, je ne pensais pas qu'un PC portable pourrait faire aussi aisément tourner ce jeu. Et ça, c'est assez cool, et c'est ce qui fait que c'est bien, et que il y a quand même une bonne et grosse évolution en termes de PC portable, quoi, parce que voilà, pour 2200 €, là, on peut dire clairement qu'on en a pour son argent. J'ai fait les manches les plus pourries que j'ai jamais fait sur Rainbow Six, donc ce qui fait que vous n'avez pas vu voir le skill que j'ai d'habitude, parce que là, je suis eu 2 morts super connes. Tant pis. Et bien sur ce, on passe à la conclusion. Je vais essayer de faire une conclusion assez rapide en tout cas de ce que j'ai fait, donc ce qui fait que pour ma première expérience sur un PC portable gaming, clairement je vous avoue avoir été assez impressionné. Je m'attendais pas à d'aussi bonnes performances sur les jeux, je m'attendais vraiment à ce que la différence entre un PC portable, certes à 2500 balles, et un PC fixe soit plus grand. Bon après à 2500 € forcément un PC fixe aura de bien meilleures performances, c'est logique aussi. Mais je ne m'attendais quand même pas à avoir une aussi bonne expérience, à avoir autant de facilité à faire tourner ces jeux-là, et à arriver facilement à faire les 100 FPS. En plus de ça, le fait qu'on m'a envoyé une version en 144 Hz fait que j'ai découvert un petit peu le fait d'être à plus de 100 FPS, d'avoir une fluidité qui est encore bien meilleure, et c'est clairement très très agréable. Je pense même que demain on sera à 288 Hz si ça continue, ou je ne sais combien, et je pense que ce sera encore mieux, et jusqu'à ce qu'on arrive à une fluidité parfaite, mais il faudra bien sûr encore une puissance de calcul qui aura augmenté, etc. Mais néanmoins, l'expérience, le fait d'être en 144 Hz est super agréable. En plus de ça, la dalle est très jolie, je pense que vous l'avez, en tout cas j'espère que vous l'avez bien vu au travers de la caméra, mais l'écran est vraiment très joli, et ça se voit surtout sur Rocket League où ça ressort, on a quelque chose de très coloré, etc. Et pourtant, je sais que l'écran est plutôt bien calibré. Ce que je vous conseille, si vous voulez voir justement tout ce qui est benchmark, voir le delta E, etc., vous avez Notebook Check, vous avez, je vais essayer de vous mettre les liens si j'y pense. Il y a au moins Notebook Check, ça c'est certain, qui clairement a fait un travail conséquent. Après bon, ils sont connus aussi pour ça, un travail conséquent sur le test, sachant que c'est de la traduction, donc il y a une partie qui n'est pas traduite, donc vous saurez la consommation, vous saurez les benchmarks sur tous les trucs, vous aurez des moyennes de FPS sur tous les trucs, et vous aurez, alors je sais plus si c'est Cinet ou Tom's Hardware qui l'a testé, et qui fait que je vais essayer de vous mettre le test, parce que ce qui permet aussi de faire le parallèle aussi avec la concurrence directe des deux autres PC gamers ultra fins sur lequel il se place en termes de gamme tarifaire et de performance. Ce qui en ressort d'ailleurs, c'est que en gros, il a une meilleure autonomie, il a plus de puissance aussi, c'est-à-dire qu'il a à peu près, ils ont même la même configuration, mais par contre l'avantage c'est qu'en plus de ça, il est mieux optimisé, et donc il arrive à avoir une moyenne dans les jeux qui est bien meilleure, et même dans les benchmarks CPU. Donc c'est aussi quelque chose qui n'est pas négligeable. Ce qui est sympathique, c'est que globalement il est bien équilibré, donc il a l'autonomie qui va pour lui, ce qui est plutôt bien pour un PC gamer portable. Il a l'autonomie, il a la puissance qui est mieux gérée, il a un très bel écran, mais après il a des petites choses qui vont pas. Alors il y a des choses que je ne connais pas, mais en tout cas les haut-parleurs sont clairement moins bien. Donc si les haut-parleurs pour vous c'est quelque chose qui est important, passez votre tour, celui-là il est clairement pas terrible là-dessus, et c'est un peu dommage. Et là-dessus la concurrence fait apparemment mieux. Mais si vous voulez un portable qui soit joli à regarder, qui soit performant, avec pas mal de choses personnalisables, eh bien sachez que c'est vraiment pas mal du tout. Encore une fois, je ne suis pas le mieux placé pour en parler, je suis vraiment en phase découverte, et ça me permet aussi de parler un peu plus de mon expérience. J'essaie de garder un peu le côté technique, mais clairement là je vais être largué, c'est pour ça que je parle pas du tout de benchmark, et qu'il y a tellement de benchmark à faire que ça aurait été trop chaud à faire. Donc je vous conseille tout simplement de regarder les autres tests, notamment Notebook Check qui en a fait un tas.
là-dessus. Donc j'espère que ce format vous aura intéressé, j'espère que le test en lui-même vous aura intéressé, vous aura peut-être rendu curieux. Je sais, de toute façon je vais faire 50 vues dessus, mais c'était en tout cas très intéressant à découvrir, il faut l'avouer, et que bon, si j'avais pu le garder ça aurait été avec plaisir, bon ce n'est pas le cas, mais bon clairement avoir une config comme ça chez soi et sur un PC portable aussi fin, aussi transportable que ça, c'est très agréable. Bon, la lime, par contre, elle prend de la place, donc elle est un peu lourde, c'est un peu moins transportable, mais néanmoins, globalement, c'est vrai que c'est super agréable d'avoir un PC aussi fin et aussi performant. Là-dessus, c'est vraiment bien. Je sais pas, je vais essayer de voir, mais peut-être un petit peu plus tard. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que pour vous, bien évidemment, 2500 €, ça fait un petit peu cher, ce que je peux comprendre. Vous avez aussi la Dell, la gamme Dell Gaming, qui est à peu près la même chose, c'est-à-dire que vous allez avoir la même configuration. Par contre, forcément, il sera plus gros, il sera plus lourd, l'écran sera un peu moins bien, voilà. Mais si vous voulez les mêmes performances, mais en moins cher, vous avez la gamme Dell Gaming. Je ne sais pas du tout ce qu'elle vaut réellement. J'essaierai d'en avoir un et essayer de vous faire un retour par rapport à ce que j'ai comme expérience Alienware. Mais voilà, ce sera plus basique, ce sera un châssis plus basique, hein, plus classique, oui, tout simplement, et un écran un peu plus basique, mais vous aurez les mêmes performances avec la 1070, le i7, etc. Donc ça peut être intéressant à tester, pourquoi pas dans la foulée. J'espère que ce test vous aura plu, n'hésitez pas à me dire réellement ce que vous en avez pensé de ce test. Est-ce que vous avez trouvé ça intéressant? Est-ce que vous avez trouvé ça en deçà de ce que je fais d'habituellement? Est-ce que justement le problème du fait que je n'ai pas d'expérience dessus ça a été problématique? Ou est-ce que justement ça vous a intéressé d'avoir mon retour d'expérience, sachant que j'ai un PC à peu près milieu de gamme sur PC fixe, et le fait d'avoir un haut de gamme en PC gamer, voilà, n'hésitez pas, en tout cas, voilà, moi je remercie en tout cas Alexis justement de Hotwire et Dell pour m'avoir prêté ce PC là, parce que la petite anecdote pour terminer, c'est que j'avais juste demandé un PC, ce qui pouvait me passer comme PC en test, pour découvrir un peu le milieu, et il m'a directement proposé celui-là. Je vous avoue que ça fait plaisir. Mais très intéressant en tout cas, vraiment, ça a été une excellente expérience. Encore une fois, à 2500 €, heureusement, j'ai envie de dire, mais néanmoins ça a été une excellente expérience parce que ça m'a permis de découvrir le PC gamer ultra fin, ultra cher aussi, mais ultra performant aussi. Voilà, un vrai plaisir à utiliser. J'ai pas eu de très gros problèmes, il n'y a pas beaucoup de défauts à faire, et encore une fois, je n'y connais pas grand chose, mais par quelques petits défauts esthétiques, après je peux pas en dire plus quoi. C'est plus l'audio que je connais bien qui m'a un peu plus rebuté, mais sinon j'ai pas vraiment grand chose à dire sur ce PC tout simplement, qui est très réussi. Encore une fois, je vous renvoie vers les tests en description qui, eux, en tout cas pour le test français, je sais plus le site, je suis désolé hein, pour le site en question, mais permet de comparer aux deux autres, à ses concurrents directs, et apparemment il a quand même des arguments, il est quand même super intéressant, il se place vraiment dans le haut du panier par rapport aux deux autres sur certains points, donc il vaut vraiment le détour. Et puis notre bootcheck pour avoir vraiment le détail extrêmement précis, donc ce qui fait que moi faire des benchmarks à côté ça n'aura pas du tout d'intérêt, mais c'est intéressant à regarder, donc je vais essayer d'y penser lorsque je vais poster le test, de vous mettre tout ça. En tout cas voilà, moi je vais devoir le rendre, je vais devoir le ranger demain pour le rendre le après-demain, donc fin du test pour moi, c'est dommage, j'appréciais beaucoup, en tout cas voilà. Merci à vous, merci aux tipeurs, merci à tout le monde, et puis on se dit à bientôt pour un prochain test sur Technoid.